Bonjour. Cette histoire est celle du petit prince de la rue. C'est également celle de gars et de filles qui ont laissé la mort ou la vie choisir à leur place. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui à l'émission Art et Lettres chez ICI Télévision Ali Nestor, auteur du livre Moi Ali Nestor, Petit Prince de la rue, publié chez les éditions Libre Expression. Ali est entraîneur en chef de l'Académie Nes Martial depuis 1997. Il est fondateur et porte-parole de l'organisme Ali et les princes et princesses de Montréal qui aide des jeunes depuis 2001. Il est spécialiste des arts martiaux et de la boxe. Il détient plusieurs titres dans des championnats internationaux et nord-américains. Il donne également des conférences, des ateliers dans des écoles, centres jeunesse, entreprises et dans des milieux carcéraux. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Ali, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour Kamal, merci beaucoup de l'invitation, c'est très gentil. Je vous en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, Ali Nestor, petit prince de la rue que voici, mesdames et messieurs. Fabuleux livre, des chapitres très courts qui vont directement à la cible avec donc des instants de vie, avec des stations de vie très bien décrites où on voit un cheminement extraordinaire d'un personnage de monsieur Ali Nestor qui a pu s'en sortir avec beaucoup de résilience. Je vais me permettre de lire ce résumé d'abord sur votre livre, oui, qui est le suivant. Si je peux me raconter maintenant, c'est que je me suis libéré de moi-même. Inch'Allah que je ne suis plus esclave de ma rage. Je suis moi, fier d'être moi. Et surtout, j'ai réussi à suivre mon destin et ma passion en restant moi. Et ça, crois-moi, c'est tout un exploit. Alors ici, c'est comme on dirait une apologie de l'authenticité, ou plus ou moins celle de rester soi-même. Est-ce que c'est justement la leçon de vie que vous avez eue, Ali, dans votre cheminement? Oui, effectivement, c'est une des leçons de vie parmi bien d'autres que j'ai eues, effectivement. Il ne donne à rien de chercher à être différent pour plaire aux autres, pour exemple, faire partie de la société, pour être accepté. Donc, il faut rester, par leçon, j'ai vu qu'il fallait mieux rester soi-même, rester authentique, rester qui on était. Et on finit par trouver tout simplement son chemin parce que lorsqu'on est quelqu'un de différent, alors les personnes qui sont aux alentours de nous ne frisent pas nécessairement l'honnêteté. Donc, ils ont affaire avec quelqu'un d'autre. Donc, vouloir être semblable aux autres n'est pas toujours la bonne direction à suivre. Il faut rester soi-même. Donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer un peu à travers le livre parce que longtemps, pour plusieurs raisons, du fait que je me suis senti différent des autres, différent de la société, différent parce que je venais d'un autre pays et ainsi de suite. Donc, je trouve que chercher à être différent m'a amené plus de difficultés qu'autre chose. Tandis que lorsque j'ai décidé j'ai réussi à retrouver ma voie, à retrouver qui j'étais, et c'est là que je me suis vraiment beaucoup plus dirigé vers une meilleure vie, vers quelque chose de plus réel, quoi. Parfait. Et au début, il y a eu cet incident à l'école. Elle est marquante. Alors, il y a votre prof de musique, là. Il est en train de vous en vouloir. Là, il vous gifle. Vous lui rendez la gifle. C'est une force de caractère, ça. Est-ce que c'est déjà une affirmation de soi précoce chez vous, d'une identité, justement, en quête d'une identité qui s'est affirmée à un âge très précoce? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Sans dire que c'est nécessairement du courage, un petit peu avant, j'avais connu ce que c'était quoi pour la première fois faire face à ce qu'on appelle le racisme parce que j'avais été insulté à l'école. Je devais être aux alentours de la première année et au début, lorsqu'on est enfant, la différence ne fait pas partie de nous. On ne le ressent pas jusqu'à ce qu'on nous le fait comprendre. Et lorsque j'ai été insulté à l'école et par la suite, je comprenais pas trop ce qu'ils avaient dit, mais je comprenais qu'ils m'avaient insulté. Et lorsque j'ai expliqué ce qui est arrivé à mon père, ben, mon père m'a clairement dit
que je venais de me faire insulter, qu'on venait d'insulter qui j'étais, on venait d'insulter ma culture Oui, et toute mon existence. Et là, mon père m'a clairement dit de ne jamais me laisser écraser de la sorte, de ne pas me laisser humilier, de ne pas laisser humilier qui j'étais, ma culture, ce que je représentais. Alors, il y avait un automatisme dans ma tête qui me disait toujours d'être prêt à me défendre lorsqu'on insultait qui oui, j'étais ou lorsqu'on insultait ma culture. Donc, ça devenait un automatisme parce que, exemple, à cette époque-là, on remonte quand même à presque 35-40 ans en arrière, mhm. lorsque je me faisais insulter, je vivais de la discrimination à l'école et j'allais me plaindre ce qu'on appelle à la Au direction, directeur. mais au Oui, directeur. Donc, je me faisais retourner de bord et c'est ce qu'on appelle un peu le racisme systémique parce que le système était fait ainsi que c'était quelque chose qui était tout à fait normal. Donc, je me faisais retourner de bord ou je pouvais même me faire réprimander par la direction d'être venu les voir. Donc, j'ai dû oui, apprendre effectivement à me défendre toute seule. à vous défendre et puis donc à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser marcher. Peut-être c'était aussi le conseil de votre père. Donc vous le Oui. disiez justement à travers le livre. Puis il y avait justement cette découverte de l'amour. Vous dites à la page 97, je connais maintenant le chemin à prendre dans les rues, mais je ne connais rien au chemin qui mène à l'amour. Il y avait cette première étape de l'amour avec Alicia, le bébé avorté. Il y avait l'histoire de Rosini, la bad girl dans le fond. Alors, c'est un passage nécessaire que de faire cette découverte au début. Euh, Ma question, c'est justement sur le fait que l'amour puisse changer une personne. Alors, moi, ma question, c'est de voir c'était quoi l'impact de l'amour sur vous durant votre cheminement. Je vais relancer cette question, je vais vous la reposer encore une fois, Ali, mais on va le faire après la pause. Il faut respecter ces contraintes. Restez avec nous, mesdames et messieurs, et on vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, Ali Nestor, Ali Nestor, petit prince de la rue. Notre invité est avec nous aujourd'hui. On continue de parler. J'avais reposé ma question. Je vais résumer l'impact de l'amour. Quand on fait une découverte d'amour au début, on est supposé se dire ça va impacter, ça va influencer sur notre cheminement. On peut dire que ce n'était pas le cas. Est-ce qu'on peut confirmer quand même que ce n'était pas le cas, que le fait d'avoir découvert l'amour ne vous a pas permis peut-être de changer de trajectoire? À cette époque-là, je pourrais dire quand même que ça m'a empêché de faire pire jusqu'à un certain point parce que euh, cet amour-là avait quand même une certaine influence, mais pas une Mm assez -hmm. grande influence pour me faire carrément changer de trajectoire. Mm -hmm. Donc j'ai connu ce qu'on appelait le premier amour, mais en même Mm temps, -hmm. j'étais aujourd'hui, je peux dire ça, j'étais un enfant qui apprenait ce que c'était que Oui, l'amour par la force des choses. Aujourd'hui, avec la conscience, je reculerais en arrière, ce serait autre chose. Mais à cette époque-là, effectivement, cet amour-là n'avait pas assez d'influence pour me faire revenir sur les démons qui me hantaient, quoi. voilà. Donc, c'est-à-dire que la trajectoire était faite, mais comme vous le dites bien, des démons qui hantaient, mais vous avez fait des rencontres. Au fil des années, on continue à vous viser, puis tout d'un coup, il y a eu cette rencontre avec l'islam après la Oui, confession de Karim. La oui. confession de Karim. Comment ce réveil s'est fait chez vous? Oui, parce que, bon, à cette époque-là, je devais avoir aux alentours de 15-16 ans et Mhm, l'islam, comme l'islam est supposé être décrit, n'était mhm, pas clair au Québec à cette époque-là. Puis c'était une religion qui était peu reconnue au Québec, donc mhm. on se fiait beaucoup à ce qu'on voyait dans les médias, à la télévision, et Oui. cet ami-là
était venu nous voir et je le voyais parler tellement avec conviction. Oui, Il s'affirmait tellement. C'était ce que je ressentais était au-delà du courage. OK. Euh, il n'y avait pas de description claire pour le décrire et il avait quand même eu, oui, c'était le courage, mais je sentais que c'était au-delà de ça. Il parlait avec conviction et il devait venir nous voir, faire face à nous et nous dire qu'il avait décidé de se retirer parce qu'il avait décidé de se consacrer à l'islam. Il avait décidé d'embrasser l'islam Mhm. et ça m'avait carrément estomaqué de le voir parler de la sorte. Et ben, par la suite, c'est toujours resté en moi. Et à partir de là, comment je pourrais dire, les petits grains se sont semés Mhm. d'année en année jusqu'à ce que je Oui, décide au fil des moi-même années. Mhm. exactement d'embrasser l'islam. Oui. Donc c'est à Excellent. partir de là que Oui, j'ai eu une direction vers l'islam. parfait. Et donc, toujours dans ce contexte de réveil, là, vous décidez un jour d'aller carrément chez le coiffeur. Vous commencez par le coiffeur au début, et puis vous faites Oui, une coupe là pour vous identifier. Puis il y a votre père qui vous prend par la main, il dit non, vous allez lui raser toute la tête. Et là, tout d'un coup, il y a un autre réveil. Vous vous dites, bon, cette fois, je vais faire la surprise à oui. ma maman et je vais carrément aller chez le coiffeur et lui dire, bon, ça s'arrête là pour moi. Euh, alors, encore une fois, est-ce que le passage a été facile? Est-ce que la décision a été facile, justement? C'est sûr que prendre une décision de changer de direction n'est jamais facile. Il y a Mhm. beaucoup de conséquences à travers ça, mais pour moi, lorsque je me suis rendu compte de toutes les blessures, de tout le mal que je faisais vivre ma mère, donc la décision avait été simple pour moi. Évidemment, le chemin n'a pas été simple, mais Mhm. j'étais convaincu, j'avais la conviction de vouloir vraiment m'en sortir avec l'aide de Dieu et être bien entouré de ma mère. Puis il n'en était pas question que je sois la conséquence des blessures de ma mère. Donc j'ai décidé carrément de changer de chemin. Et comme tu le dis, voilà bien des années pour pouvoir m'identifier aux autres Mhm. jeunes, pour pouvoir Oui, chercher une espèce d'affirmation dans la rue. Je me suis fait une exact. espèce de coupe de cheveux et cette coupe de cheveux ben, a amené la colère de mon père et ben, je Mhm. me suis fait ramener de force chez le Ramener. coiffeur. Puis mon père a Ah, demandé à ce j'ai qu'on rase adoré la cette tête au scène. complet. Et Mhm. curieusement plusieurs années par la suite, là, c'est moi qui ai pris la décision parce que je savais que c'était, ma mère me disait que c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Donc, et en même temps, c'était un cadeau que je me faisais aussi. Donc là, c'est moi qui a pris la décision d'aller chez le coiffeur et de me Oui, faire une coupe de cheveux que je savais qui lui ferait plaisir. Et oui. effectivement, elle me l'a dit, ça a été une des plus belles surprises que j'ai pu lui accorder parce que c'était en même temps le signe que j'étais vraiment dans la bonne direction parce qu'auparavant, j'avais souvent dit à ma mère que j'allais me replacer sur le droit chemin, que j'allais changer. Mais là, Oui. pour elle, c'était un autre signe de plus que vraiment, je décidais vraiment de prendre le chemin qu'il fallait prendre. Et puis c'était une grande joie pour elle. Et vous avez commencé une discipline brièvement. Il reste une minute pour passer au troisième segment. Comment est-ce que vous définirez la discipline, Ali Nestor, par vos mots? C'est un grand mot. La discipline, c'est d'aller au-delà de ses capacités. Évidemment, Mhm. c'est vraiment de dépasser les capacités, de De se dépasser dépasser. ses propres, exactement, de se dépasser, de dépasser ses Mhm. propres capacités. Alors, le fait d'avoir réussi à passer à travers mes démons, le fait d'avoir réussi à me replacer sur le droit chemin, d'avoir trouvé les outils Mhm. nécessaires pour y Oui. arriver, me retourner à l'école, changer de milieu. Mhm. Ça a dû me prendre une discipline de fer pour y arriver parce que c'était des choses qui étaient vraiment loin de ce que je voulais faire, quoi.
de ce que vous avez voulu programmer. Très bien. On va faire une pause et on revient pour continuer notre discussion avec notre invité d'aujourd'hui, Ali Nestor. D'accord. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. Notre invité, Ali Nestor. On est en train de parler justement de ce livre, moi, Ali Nestor, Prince de la rue. Il y a un organisme qui a résulté, qui s'est résulté de cet engagement. Tous les Montréalais connaissent dorénavant votre engagement pour le quartier Saint-Michel, ce qui est tout à votre honneur. Ali et les princes et princesses de la rue. Je vais vous laisser nous parler du mandat de cet organisme et des objectifs justement de cet organisme. Alors, l'organisme a déjà près d'une vingtaine d'années qu'elle existe. Et bien sûr, à la base, ce que l'organisme est aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement ce que j'avais en tête, voilà, près de 20 ans. Tout ce que je voulais, c'était mettre sur pied des moyens, des programmes pour pouvoir venir en aide à des jeunes qui se trouvent en situation de vulnérabilité ou pour éviter que des jeunes se retrouvent en situation de vulnérabilité. Donc, c'est exactement ça la mission. Donc, on a instauré plusieurs programmes pour venir en aide aux jeunes. Et tous les programmes qui s'y trouvent aujourd'hui est venu par l'écoute que j'ai eue auprès des jeunes. En tout premier, on a parti avec le programme qui était au niveau mentorat. Donc, le mentorat, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement d'être assis avec un jeune, d'être à l'écoute avec un jeune, de pouvoir l'accompagner dans ses difficultés de tous les jours. On a commencé tout simplement avec ça. Par la suite, on a embarqué avec l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs aussi, tout simplement, c'est juste parce qu'un parent qui se plaignait que son fils était trop souvent en train de s'entraîner avec moi, mais il avait des problèmes au niveau académique. Alors, à partir de là, on a commencé le programme d'aide aux devoirs où ce que le jeune, avant de commencer à s'entraîner avec moi, bien, il était assis puis je l'accompagnais dans ses devoirs. Donc, ça a commencé de fil en aiguille comme ça jusqu'à ce qu'on, voilà, 10 ans en arrière, en 2010, qu'on met sur pied le programme scolaire, justement. On a voulu mettre un programme qui se veut à l'image de chaque jeune, ce qui veut dire le programme est vraiment adapté à la situation de chaque jeune. Adapté, voilà. Donc, exactement. Parfait. Et donc, là, dans ce quartier, il y a des difficultés, on peut le dire, peut-être de décrochage, comme dans plusieurs quartiers, surtout à Montréal-Nord. Justement, il y a de belles moralités retenues dans votre livre. Ce n'est pas parce qu'on vient de loin qu'on ne peut pas aller loin, par exemple, ou trouver l'inspiration et la motivation autour de soi. J'ose présumer que c'est des moralités que vous appliquez justement auprès de vos jeunes? Oui, effectivement. C'est des moralités que j'applique auprès de mes jeunes. Puis, j'essaie toujours de faire comprendre aux jeunes qu'ils sont maîtres de leur destin. Tout ce qui va leur arriver plus tard, c'est eux autres qui seront les maîtres de ces conséquences-là. Donc, si demain, je deviens, exemple, je ne sais pas, un avocat, je deviens un médecin ou peu importe, je deviens un plombier, un mécanicien, donc ce sera grâce à moi, ce sera grâce aux efforts que j'ai faits. Donc, je ne pourrais pas dire que exactement ce que j'ai mis dans le livre, c'est que moi, tout ce qui m'est arrivé, je me suis servi de tout ce qui m'est arrivé pour puiser de l'énergie, pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour le transférer. Pour le transférer, comme je dis dans le livre, c'est pas parce que, exemple, quelqu'un viendrait d'une famille défavorisée qu'il ne peut pas arriver dans la vie. C'est pas parce que on est malheureusement des immigrants qu'on considère de seconde zone que je ne pourrais pas arriver. Donc, toutes les raisons qui pourraient sembler être négatives, qui pourraient m'empêcher d'arriver, je les transforme en force positive pour pouvoir arriver où ce que je veux être un jour. Très bien. Puis on n'oubliera pas, en votre qualité aussi de champion de boxe avec votre titre, votre parcours et tout cela, donc ça vous a, on va dire, transformé et ça vous a permis aussi de transformer
des jeunes. Maintenant, le bilan, est-ce qu'il y a un bilan que vous faites justement de votre organisme jusqu'à date? Quel est le bilan en général? Quelles sont les difficultés? Ben, en général, on passe aux alentours de près de 500 jeunes par année à l'organisme. OK. Dans notre programme, directement du programme scolaire, tout dépend des années, entre 50 et 75 jeunes qui Mhm. passent dans le programme scolaire. On diplôme à peu près une quinzaine de jeunes par année. Donc, OK. puis ces jeunes-là, par la suite, après ça, soit s'en vont au cégep ou s'en vont à l'école de métier ou directement s'en vont sur le marché du travail. Sur le marché, Donc, OK. voilà. Et puis, ils aboutissent avec donc un Oui, programme. Ma question sur un message, vous comme mentor, ou on va dire ténor, un leader de votre communauté, il y a un message suprême à cette génération montante, toute appartenance identitaire confondue, toute nationalité confondue. Quel est votre message à ces jeunes de cette génération montante que vous aimeriez leur adresser aujourd'hui à l'Inestor? ben, ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre, Mhm. le présent et l'avenir de demain leur appartient. Alors, s'ils veulent que ça change, s'ils veulent que ça s'améliore, c'est à Mhm. eux de prendre ce qu'il faut pour pour que ça puisse changer. De ne jamais écouter qui que ce soit leur dire qu'ils ne peuvent pas arriver. Au contraire, L'influence de l'environnement, donc. exactement. Donc, la Mhm. génération auparavant, mes parents, nous, on a fait notre bout de chemin. Mais le prochain bout de chemin, c'est à la génération d'aujourd'hui qu'elle appartient. Donc, c'est à eux à prendre ce qu'il faut, à prendre les outils nécessaires pour faire le changement parce qu'ils sont le changement de demain. Donc, c'est à eux à faire ce qu'il faut, donc à rester accrochés à ce qu'ils ont comme force et à aller de l'avant. Excellent. Moi, Ali Nestor, Petit Prince de la rue, mesdames et messieurs, chez Libre Expression, disponible dans toutes les librairies? Oui, disponible dans toutes les librairies, effectivement. Parfait. Alors, Ali, c'était un plaisir. Vous voyez, le temps passe vite. C'est un plaisir de vous avoir accueilli chez Arrêt. Je vous souhaite une bonne continuation. Votre engagement vous honore. Beaucoup de jeunes s'identifient à vous. Voilà, je vous l'ai dit en Merci, bien. merci beaucoup à toi. J'ai beaucoup apprécié l'émission. Donc, j'encourage les gens à continuer à l'écouter. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Merci. Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.